On utilisera quand même le micro, même si on est peu nombreux, parce que des fois, certaines personnes ont la voix assez basse, donc le micro nous aide. Voilà, donc vous nous connaissez pour la plupart, mais je vois qu'il y a des têtes nouvelles. L'éveillé d'antan, association qui essaie de promouvoir à Banyuls et ailleurs la lecture à voix haute, avec deux formules. Une formule où les lecteurs un peu aguerris de notre association prennent en charge une soirée à thème ou à propos d'un auteur, avec la complicité de musiciens qui nous accompagnent. Et puis, deuxième type de soirée, les soirées dites scènes ouvertes, comme aujourd'hui, où là, nous n'intervenons pas d'habitude, sauf s'il manque un peu de lecteurs, et où c'est vous, le public, qui vient faire partager ses coups de cœur littéraires, poétiques. Tout peut être lu, y compris l'annuaire téléphonique, si on veut, sauf des choses qui sont répréhensibles par la loi, ça va de soi. Voilà, alors nous allons démarrer avec les premières lectures. Alors, Marie, est-ce que tu veux bien démarrer? Je peux lire Max Bouchard, Le temps des grêlons. Alors, j'explique un peu le contexte. Ce sont, ce sont trois ados lycéens dans le Luberon, trois copains, qui sont face à un événement extraordinaire qui va leur arriver. Tout d'un coup, en se prenant en photo, ils constatent que sur les photos, il n'y a plus de visage d'humain. De même sur les selfies, de même sur les portables, de même à la télévision. Le cloud, le nuage, est saturé de data et ne veut plus qu'on photographie, faire apparaître un visage humain. Alors, c'est toute cette histoire, ça commence là, et puis il y a des tas d'aventures. C'est avec un ton assez naïf, puisque c'est un ado qui raconte, et en même temps c'est un conte satirique sur l'époque, un peu le Candide de Voltaire de notre époque, quoi. Voilà. Alors, en même temps, ça reprend l'histoire de la photographie, de la première photographie qui a existé jusqu'au numérique. Sachant que le premier photographe, c'est Monsieur Daguerre. Alors, et encore une précision, de temps à autre tombe un grêlon, qui est un avatar des photos, de la première photo, et donc on étudie les courbes, où est-ce que les grêlons vont tomber, etc. Alors, lorsque la chute de Madame Daguerre a montré que la courbe de retour des grêlons n'était pas du flanc, ça a été la fascination. Tous les gens ne parlaient plus que de ça. Le monde s'est rué dans les archives photographiques pour savoir qui de célèbres avait été pris en photo ou quand son grêlon allait bientôt chuter. Les peintres, les compositeurs, les hommes politiques, ils étaient tous passés au crible pour savoir s'il y avait une chance qu'il tombe du nuage bientôt, où et quand, s'il vous plaît. Des applications ont fleuri dans les téléphones, en fonction de là où vous habitiez. Quels étaient les grêlons célèbres que vous seriez susceptible d'accueillir? À Villars, il n'y avait jamais eu personne de connu. Pas de risque que quelque chose nous tombe sur le coin de la tête. Pendant un moment, tout cela est resté un plan sur la comète, un doux rêve. Les gens regardaient leur application, la courbe de retour avait été communiquée, et commençaient à trouver le temps long. Jacques Mansarde, c'est le speaker de la télé, a expliqué que Louis Daguerre n'avait pas commercialisé son invention du jour au lendemain. Il lui était arrivé bien des misères avant que la lumière ne se mette à faire des dessins pour lui à tour de bras.
Il devait bien y avoir des grêlons qui tombaient du nuage, mais sans indication du lieu précis ou l'heure exacte pour la prise de photographie. Allez différencier un grêlon d'un fou ou d'un SDF. Les policiers surveillaient les entrées des asiles, les fous trouvés en état de choc sur la voie publique, mais pour l'instant, il faisait chou blanc, tout le monde attendait. Et enfin, quand on ne les attendait plus, sont arrivées les premières éclipses grêlonnes. Éclipse grêlonne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Comme le soleil a rendez-vous avec la lune, tout est prévu dans le calendrier. Le jour, l'heure, le lieu d'observation et tout le monde qui veut en être. Sauf que ce n'est pas le soleil ou la lune, mais une célébrité. Tout le monde s'est excité autour de moi quand on a réussi à attraper un certain Victor Hugo à partir d'un portrait de 1853, ou encore quand ça a été le tour de la photo de 1857 de Napoléon III. Extrait tout à l'heure. On change de contexte et on va écouter du slam, si vous voulez bien. Alors c'est Léna Chanas, mais que nous accueillons, je crois, pour la première fois. Bravo. Voilà. Qui va nous slammer un texte de sa propre composition. Ah, génial. C'est celui-là. D'accord. Bonsoir. Le texte s'appelle La femme du vent. Le ciel est bleu, couleur de mon écharpe qui fonce et qui pâlit selon le poids de la carnation des gerbes des poignées d'étoiles. Chaque soir, chaque nuit, le ciel de Paris se remplit, se gonfle, inonde et embaume de ce vent que moi seul sens. Il est unique, léger, frais, lourd et chaud, chargé, parfois mouillé d'une pluie tiède, le plus souvent vif et séducteur, charmant. Il me saisit, imbibe ma peau, emplit des senteurs inoubliables qui montent du bitume, de l'air alentour. Il vibre à chacune de ses respirations, trépide, me gagne, m'exalte. Je mélange mon souffle au sien, j'ouvre ma bouche, je le bois sans filtre. Il entre, l'odeur est unique, dominatrice. Elle caresse, me happe, met sa marque, me teinte, me fonce, rend ma peau couleur de perle, m'enchante, pique de son empreinte, chagrin du tissu de mes mains, de la peau fine, de mes paupières. Les toits goûtent, la rue suinte et transpire, les murs grisonnent, les arbres battent du tambour, donnent leur vie, passent les bus, les oiseaux citadins. C'est le goût du gâteau que l'on préfère, du pain qui tient le jambon, les poubelles qui débordent de victoires oubliées. Et enfin la bouche ouverte des portes cochères qui crachent, noires, obscures, battements gris et blancs, des hommes pour que l'odeur soit. Le ciel, c'est le chapeau du vent, il couvre chef indifférence superbe, éclairé, renversé, mouvant, il danse sous les coups de rein du vent qui glisse, ses nuages râpeux sous la couverture épaisse et chaude des cieux. Le vent tiède est merveilleux, il court, niche et s'enturbade autour des pilastres des ponts, il aime les quais, il file au ras des pierres. C'est là qu'il m'attend. Puis il vient à ma rencontre, enfin, arrêtant sa course arachnéenne. Je m'abandonne, il s'engouffre, caresse la peau douce de mes bras levés, il met grand désordre dans mes jupes fines, en fibres de lune. Il me fait tourner sur mes talons, entraînant ma taille qui est l'axe de mon corps. Lentement, je deviens les traits multiples du pinceau de Degas, danseuse de flamenco, en long tutu, de gaz blanc, femme du vent, je le réincarne dans le long mouvement qui me redonne mon corps qui oscille, qui ondule sur mes talons, qui l'enracine, qui le sème, confetti de cotonnade dufteuse. Le vent ne quitte jamais les quais. Je peux le retrouver quand je veux, chargé des parfums alourdis par les sueurs jades de la Seine, engouffré, caché, serré sous les jointures de mes doigts fermés. Il fuit un peu quand je le transporte jusqu'au jardin de ma vie. Il s'échappe pour de bon, gonflé, énorme, et soulève la poussière des cailloux, la terre crayeuse où mes pas s'enfarinent. Le vent soulève et va chercher les feuilles rousses et sèches, allégées de sève, en costume de fêle, et les éparpille, défaisant sans cesse le travail des hommes, piquant les yeux des passants qui les ferment,
Je suis la forme humaine du vent, je suis la femme du vent. Isabelle, tu veux bien venir nous lire l'été? Alors là aussi, on a affaire à un texte de la composition d'Isabelle. Été. Un ciel insignifiant, sans forme ni couleur, s'étale chaudement sur les toits de la ville. Je sens se dégager de ces vapeurs fébriles un charme artificiel et des rêves trompeurs. J'étouffe sous le poids des tourments de l'été. Je m'ennuie au milieu de la foule bruyante. Je maudis le soleil, la lumière aveuglante, l'agitation, le monde et les festivités. Je ne supporte plus ce jour de canicule, et tandis que s'amorce un banal crépuscule, mélancoliquement je pense et je revois le sentier sinueux qui, à travers les ronces, s'aventure, se perd et doucement s'enfonce dans la pénombre humide et fraîche des sous-bois. À des garçons maintenant, un peu. Allez, Jean-Luc. Où est-ce qu'il est? Jean-Luc va nous lire un texte de Noël Châtelet, extrait de La courte échelle. Alors, je vais vous mettre dans le contexte. Il s'agit d'un ancien moulin, une rivière, quelque part en France. Un homme d'un certain âge, une femme, à peine un peu plus jeune que lui, accompagnée par un immense chagrin. Un matin, elle arrive pour la première fois avant lui, dans le salon, pour le petit déjeuner. C'est le premier matin où Jeanne est levée avant Pierre. Sur la grande table ne l'attend point le thé fumant, ni le pain, ni le bouquet de fleurs rapporté du village. Quand Pierre dort, tout le moulin dort. Même le soleil, déjà au rendez-vous, erre dans la pièce sans trop savoir quoi faire. Les oiseaux chantent en sourdine. La rivière étouffe toutes les rumeurs. Jeanne se sentirait presque gênée d'être debout, aussi déplacée qu'une jeune flûtiste qui, le jour de son premier concert, pour quelques toutes premières notes sur la partition, se serait installée, bien trop tôt, dans la fosse d'orchestre, bien avant les violons, les cuivres, bien avant que les anciens n'aient rejoint leur pupitre. N'être pas attendu lui procure un curieux sentiment d'exclusion. N'être pas attendu lui octroie également une sorte d'autonomie qui n'est pas sans attrait. N'être sous aucun regard, particulièrement à ce moment de la journée, où tout en elle est encore un être, la renvoie à la liberté perdue depuis qu'elle a quitté Paris, car se réfugier dans la chambre mansardée, c'est encore, faute de mieux, fuir un regard toujours trop proche, encore trop indiscret d'être si peu loin. Rien ne l'empêcherait maintenant de laisser couler ses pleurs sur le bois de la table ou sur le bord ensoleillé de la fenêtre, de donner libre cours aux larmes du petit déjeuner, lesquelles n'ont rien à voir avec les larmes du réveil, ni les larmes du soir, encore moins avec celles de la mauvaise heure. Les larmes que l'on verse dans le thé du matin, qui salent le pain des tartines sucrées, ces larmes saluent la tristesse comme on salue un maître ou l'arrivée de quelqu'un qui vous en impose.
Elles ne sont ni désespérées, ni rageuses. Elles s'inclinent devant plus puissant que vous. Elles s'acceptent en victime. Ce sont les larmes de la soumission, celles qui roulent le plus chaudes, le plus abondantes, parce que raisonnables. Les larmes du petit déjeuner ont raison de couler. Rien ne l'empêcherait donc. Cependant, l'émotion d'être ainsi seule, sans l'avoir cherché, sans être battue pour l'obtenir, détourne Jeanne des pleurs. Elle éprouve une extraordinaire envie de saluer plutôt les mouvements familiers du matin, de préparer elle-même son thé, de disposer la table, de mettre le geste dans le geste, comme les pas dans l'empreinte de ses pas. Et par-dessus tout ça, une rose du jardin, encore un peu mouillée, de la transpiration de l'aube. Ce matin, Jeanne beurrera ses tartines. Elle mangera délicatement, dégustant chaque bouchée. Elle ne se barbouillera ni de larmes ni de confiture, de rhubarbe. Elle ne s'obligera en rien, silencieuse, recueillie. Ce matin, Jeanne prendra son petit déjeuner sans comprendre d'où peut bien lui venir ce répit généreux, miséricordieux, sans essayer d'ailleurs d'en éclaircir plus avant les raisons. Puis elle mettra en route le café de Pierre, afin de lui faire le cadeau de sa propre maison. D'ailleurs, le voilà qui vient. Qui aurait assisté au premier lever de Jeanne au moulin, le lendemain de son arrivée, et à celui-ci, aurait eu la sensation précise d'une situation exactement inversée, d'un tête-bêche, là encore entre Jeanne et Pierre, sur la base commune de cette table préparée par l'un pour le plaisir de l'autre. Le regard de Pierre sur cette scène inattendue, lui aussi, sera de déroute à sa façon. « Je suis désolé, Jeanne. » Il boutonne maladroitement sa chemise sur son grand corps nu, encore endormi. « Désolé de quoi? Je me suis réveillé avant vous, c'est tout. Et en plus, je ne vous ai même pas attendu. » Le sourire de Jeanne ne semble pas le convaincre complètement. Pierre paraît désemparé. Il se laisse choir lourdement dans son fauteuil. Jeanne remplit le bol de café et commence à couper une tartine. « Il y a de la confiture de rhubarbe, dit-elle. » Le sourire de Jeanne gagne le visage de Pierre, qui se détend, enfin, mais livre en même temps toute sa fragilité. Pierre est d'une pâleur inaccoutumée, qui vieillit considérablement ses traits. « Vous ne vous sentez pas bien? »« Si, j'ai mal dormi. Vous auriez dû m'interdire de finir le haricot de mouton. » « Peut-on vous interdire quelque chose, Pierre? »« Non, c'est vrai. Même pas de vous aimer. »« De m'aimer? » ?»« Oui, je vous aime bien, vous savez. »« Ah bon? Vous m'avez fait peur. » Donc, Nicole Châtelet est une des sœurs de Lionel Jospin. Elle est philosophe et elle écrit de très beaux livres. Alors, ce poème-là que j'ai voulu vous lire ce soir, eh bien, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il figure dans la préface du dernier livre de Delphine Horviller, La jeune et belle talentueuse femme rabbin de France. C'est son dernier livre. Et donc, dans la préface, eh bien, elle a choisi ce poème d'un poète palestinien, Mahmoud Darwish. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas la graine pour la colombe. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles ta facture d'eau, pense aux autres, ceux qui s'abreuvent des nuages. Quand tu rentres à la maison, à ta maison, pense aux autres. N'oublie pas les peuples nomades. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres,
à ceux qui n'ont nulle part où rêver. Quand tu t'exprimes par métaphore, pense aux autres, ceux qui n'ont pas droit à la parole. Quand tu penses aux autres, au loin, pense à toi. Dis-toi, si seulement je pouvais être une bougie dans le noir. Voilà. Donc d'un poète, d'un auteur, compositeur, interprète, réalisateur, donc il y a beaucoup de choses, qui s'appelle Fabien Marceau. C'est son vrai nom. Vous essayerez de découvrir quel est son nom d'acteur. Mesdames, veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond sexisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le plus grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante, plus classe que la jante masculine qui parle fort, qui prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui inspire. Derrière chaque grand être humain pressé d'une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé, et depuis, belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation, nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles, nos femmes, nous, on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans coutume mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et sans sourciller celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, cette aimable faiblesse face à notre fragilité, notre empathie, notre tendresse, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicatesse démagogie. Alors, qui a trouvé le nom de cet artiste? Très bien, madame. Voilà, parfait. Donc, c'est un passage un peu plus loin où le speaker de la télé va parler et comme son image n'apparaît pas, il y a un dessinateur qui dessine très rapidement pendant que le speaker parle. Jacques Mansarde était sur place depuis les aurores et avec lui un caméraman et un dessinateur d'actualité. Ces gars-là, ils sont trop forts. Ils peuvent vous croquer un visage et une expression en moins de 2 minutes. Jacques Mansarde, il pouvait reprendre l'antenne quand il voulait. Depuis 2 semaines, le portrait de 1871 tournait en boucle et tout le monde se demandait si son grêlon aurait toujours cet air d'adolescent rêveur et surtout si lui, le révolté, allait réussir à parler. Il faut bien l'avouer, avec le Victor Hugo ou le Napoléon III, ça n'avait pas été folichon. Au lycée, on a attendu toute la journée. Les professeurs n'arrêtaient pas d'écouter les nouvelles
pour voir si Arthur Rimbaud était descendu ou non du nuage. Même en philo, on a fait une pause, alors que d'habitude on n'en fait jamais. La sonnerie de 17h a retenti, je suis allé prendre le bus. Il a démarré et roule ma poule, nous voilà sur la route. Je n'aurais pas cru que Bateau Ivre, c'est le nom du chauffeur, écoute ce genre de nouvelles. Eh bien, j'avais tort. Il avait mis la radio et guettait lui aussi la descente du poète. Comme quoi, les éléments perturbateurs peuvent bien se payer sa tête, on ne connaît jamais vraiment les gens. On venait de dépasser le lieu-dit La Femme enceinte, lorsque la Nouvelle et le Grêlon sont enfin tombés. Arthur Rimbaud venait d'atterrir au 10 rue de Notre-Dame de Lorette, à Paris. C'était là, la furie là-bas. Ça criait dans tous les sens, les groupies, les jeunes qui montaient sur les barrières, les journalistes, les policiers. Bateau Ivre m'a déposé comme d'habitude à l'entrée de Villars et j'ai couru jusqu'à la maison. Je ne voulais rien manquer, des fois qu'ils disent quelque chose d'important à la télévision, que je puisse ressortir à mon baccalauréat. J'ai allumé la télévision et la voix de Jacques Mansarde a retenti dans le salon, entrecoupé de cris hystériques. « Dépêche-toi, dépêche-toi, on est trop loin, on va le louper !» Il parlait à son dessinateur. On entendait des bruits de bousculade, une cohue pas croyable. C'était à se demander pourquoi les flics n'avaient pas sécurisé la rue comme à Brie-sur-Marne. Ils avaient dû être dépassés. « Il est là, c'est lui !» « Mesdames et messieurs, Arthur Rimbaud vient d'arriver du nuage. Tu l'as, croque !» Croque-le vite, au nom de Dieu. À l'écran est apparu un épi, puis deux, des cheveux en bataille. Le dessinateur a esquissé un visage mi-rond, mi-fin, qui hésitait entre l'enfance et l'adolescence. Un nez et une bouche fugaces, et enfin il a attaqué les yeux. On a senti qu'il s'appliquait, pas le moment de se louper devant toute la France qui regardait. Après coup, les professeurs nous ont dit qu'Arthur Rimbaud avait les mêmes yeux qu'il avait rendus célèbres, des yeux qui regardaient dans les nuages. Pour bien dire un texte, moi j'ai besoin de le lire au moins 100 fois avant, quoi. Et là je le découvre. Je le découvre, un texte pourtant qui est magnifique, je l'ai lu qu'une fois. Donc excusez-moi pour le rendu. Chez la jolie Rosette au café du Canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, « Ici, on peut apporter ses baisers. » Moi, mes baisers, je les avais perdus. Et je croyais déjà avoir tout embrassé. Mais je ne savais pas que tu étais venu et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les fées se penchaient pas beaucoup. Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie, il y avait une guêpe qui me piquait dans le cou. Pourtant, ma chance aujourd'hui, elle est là. Sous la tonnelle verte de tes cils courbés, quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber. On était seul au monde, en ce bal populeux, et dans une seule main, j'emprisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom. J'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston. Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit, ton pauvre cœur
faisait des petits bonds de sardines quand j'ai posé ma tête contre lui. Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi. Mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher ton corps? J'ai la jolie rosette au café du Canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. Ici, on peut apporter ses baisers. Pierre Perret. Comme ça, un peu au hasard. Prends plutôt là-bas si tu veux poser ton texte. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai descendu la basse à Perpignan en déclamant des textes d'Antonin Artaud. Et c'était très amusant parce que les gens couraient sur la... Ils ont dit, celui-là il est fou. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Alors, la peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps lorsque j'ai rencontré Van Gogh qui peignait non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte, comme en pleine convulsion. Van Gogh n'est pas mort dans un délire propre, mais d'avoir été corporellement le champ d'un problème autour duquel, depuis les origines, se débat l'esprit inique de l'humanité. Celui de la prédominance de la chair sur l'esprit, ou du corps sur la chair, ou de l'esprit sur l'un et l'autre. Elle s'introduisait dans son corps, cette société absoute, consacrée, sanctifiée et possédée, effaçant en lui la conscience surnaturelle qu'il venait de prendre et, telle une inondation de corbeaux noirs dans les fibres de son arbre interne, le submergea dans un dernier ressaut et, prenant sa place, le tua. Un bougeoir sur une chaise, un fauteuil de paille verte tressée, un livre sur le fauteuil, et voilà, le drame éclairé. Qui va entrer? C'est que Van Gogh en était arrivé à ce stade de l'illuminisme où la pensée en désordre reflue devant les décharges envahissantes et où penser n'est plus s'user et n'est plus, et où il ne reste que de ramasser corps, je veux dire entasser des corps. Ô vieux prophète, ô vieux proto, ô vieux loto, ô tété, d'écrire un tableau de Van Gogh, à quoi bon? Je vois à l'heure où j'écris ces lignes, le visage rouge sanglant du peintre venir à moi, dans une muraille de tournesol éventré, dans un formidable embrassement d'escarbilles, d'hyacinthes au parc et d'herbages de lapis-lazuli, tout cela au milieu d'un bombardement comme météorique d'atomes qui se ferait voir grain à grain. Preuve que Van Gogh a pensé ses toiles comme un peintre, certes, et uniquement comme un peintre, mais qui serait, par le fait même, un formidable musicien. Quelques